Alors, aujourd'hui, cours sur l'art et le sujet que nous allons explorer aujourd'hui est: faut-il associer le beau et l'utile? Commençons par et l'utile. Le beau et l'utile. Faut-il associer le beau et l'utile? Tout le monde prend des notes. Paul, c'est bien. Hamza, ça pourrait être mieux. Robin, on y est presque. Allez, Robin. Ouais, magnifique. Alors, faut-il associer le beau et l'utile? À première vue, tout semble opposé. À première vue, tout semble opposer le beau et l'utile. Faut-il joindre l'utile à l'agréable? Alors, on va justement en parler de la question de l'agréable. Faut-il joindre l'utile à l'agréable? Ça veut dire en gros, faut-il coucher avec sa secrétaire quand on est patron, ou faut-il coucher avec son patron quand on est secrétaire? Là, la question c'est: faut-il associer le beau et l'utile? En apparence, tout semble opposer le beau et l'utile. En effet, en effet, l'utile, ou l'utilité plutôt, en effet, l'utilité est la qualité. Robin, qu'est-ce que vous foutez? Allez, vous y êtes presque là. Au taquet. Merci. L'utilité. Non, non, allez, c'est un sketch là. L'utilité est la qualité. L'utilité est la qualité. EST, oui. Est la qualité d'un moyen efficace pour parvenir à une fin. Fin elle-même considérée comme bonne ou répondant à un besoin. Fin elle-même considérée comme bonne ou répondant à un besoin. Typiquement, hein, la chaleur est utile pour faire sécher les vêtements. Pas compliqué. Si, forcément. Si, forcément. Non, ça veut sèche plus vite, mais ça veut dire que c'est utile, ça rend plus efficace le moyen en vue de parvenir à la fin. Bien sûr, avec du vent, ou simplement de l'ensoleillement d'ailleurs. Mais l'utilité, c'est rendre plus efficace un moyen. Ok. Alors, or, le beau paraît s'opposer à l'utile. Or, le beau paraît s'opposer à l'utile. En effet,
nous sommes sensibles à la beauté. Nous sommes sensibles à la beauté. Non par désir de possession, non par désir de possession, mais de manière désintéressée. Hmm, peut-être. On verra à la fin de l'année. Ça commence quand la fin de l'année? Je sais pas, quand j'aurai décidé. Ah, ça dépend si les épreuves du bac sont maintenues ou pas en philo. Milieu du mois de juin. Alors, le beau est l'harmonie. Le beau est l'harmonie. C'est-à-dire l'unité dans la diversité, c'est ça l'harmonie. Le beau est l'harmonie, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. De propriétés esthétiques. Qui regarde Camelot ici? Bon, vite fait, mais alors il y a un épisode dans Camelot qui est très important et qui est en plus très très drôle, comme souvent, dans lequel le père Blaise, qui est un petit peu le prêtre et le directeur de conscience de tous les chevaliers, discute des intervalles dans le chant grégorien. Les intervalles, c'est la différence qu'il peut y avoir entre une ligne de chant dans un chœur et une autre ligne de chant mince, comment on appelle ça? Bah, on appelle ça chanter en harmonie en fait. Vous voyez, vous avez un type qui va chanter na, 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 et l'autre qui va chanter na, 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 na. Et merci. Et le principe, si vous voulez, c'est que quand on superpose les deux voix, il faut que ça sonne bien. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle har- une harmonie. C'est ça l'harmonie. L'harmonie n'existe pas quand il y a un seul bonhomme qui chante. Il faut qu'il y en ait au moins deux qui chantent pour qu'il y ait harmonie. Et en fait, c'est vrai, j'en avais parlé avec vos camarades la semaine dernière, c'est vrai aussi dans les arts plastiques. J'avais pris pour exemple Châteauroux. Pourquoi c'est moche Châteauroux? Alors, c'est moche parce qu'il n'y a rien qui va avec rien, quoi. Premièrement, toutes les maisons se ressemblent. Imaginez une ville où tout se ressemble. Bah, il n'y a pas d'harmonie. Il y a une homogénéité en fait. Quand toutes les maisons sont les clones les unes des autres, il n'y a plus d'harmonie. Et imaginez que quand il y a quelque chose qui est différent, ça clash complètement avec le reste. Typiquement, ce qui m'avait le plus intéressé à Châteauroux en termes de laideur, c'est que au milieu d'une zone industrielle, ils avaient essayé de construire une sorte de château fort à la Walt Disney. Bah, si vous voulez, ça ressemblait à un énorme star sur le visage d'une fille à peu près banale, quoi. C'est-à-dire rajouter du moche au moche, quoi. Donc c'était fascinant de voir ça, ce qu'on appelle le kitsch. Ça voulait faire joli et ça ne l'était pas du tout. Ok. Donc, alors que l'utile
correspond à un intérêt particulier. Donc là, il faut noter. Robin, il faut noter. Alors que l'utile correspond à un intérêt particulier, qu'on peut évaluer objectivement, soit ça marche pas, soit c'est efficace, soit ça ne l'est pas, qu'on peut évaluer objectivement. Le beau est un sentiment, donc il est subjectif. Ne dites pas sentiment subjectif, ça revient au même en fait. Tous les sentiments sont subjectifs. Le beau est un sentiment, il relève de la subjectivité, et le beau est un... Il relève, oui, tout à fait. Il relève de la subjectivité, et surtout, sa contemplation est désintéressée. Mais d'un autre côté, Robin, d'un autre côté, ensuite je vous promets, on n'écrit plus, enfin peut-être qu'on réécrira un petit peu après, mais pas beaucoup. D'un autre côté, si vous êtes très très sage, peut-être que tout à l'heure, je vous ai tout à l'heure, peut-être que tout à l'heure je vous fais une faveur, si vous êtes sage. Bah non, enfin, c'est pas la fête du slip non plus. Hein. Bah, je suis votre grand-mère en fait. Voilà. C'est la version trash de Star Wars. Je suis ta grand-mère. D'un autre côté, on peut se demander si le beau, pas le veau, le beau n'est pas un besoin pour l'être humain. La preuve en est peut-être, la preuve en est peut-être, la preuve en est peut-être que, la preuve en est peut-être que toutes les sociétés humaines ont eu des pratiques artistiques toutes les sociétés humaines ont eu des pratiques artistiques sous une forme ou sous une autre. Hein. Même Cyril Hanouna invite sur son plateau des gens qu'il considère comme des artistes. Non, ça vous n'écrivez pas, ça je le dis. Ça veut dire qu'on peut être un gros bourrin de première catégorie et avoir des besoins spirituels en art. Vous connaissez pas Cyril Hanouna? Continuez dans votre sainte ignorance, mon cher ami. Antoine est quelqu'un de bien. Voilà. Un type qui porte mon prénom ne peut pas être complètement mauvais. Donc,
même le bourrin le plus bourrin, si vous voulez, à moins qu'il soit complètement bourrin, à moins qu'il lui manque une case, vous le placez dans un environnement qui est laid, qui est monotone, qui est moche, hein. Typiquement, une ville que je ne nommerai pas parce que j'ai décidé d'arrêter de lui faire de la publicité. Eh bien, vous placez ce type dans un environnement laid, il va déprimer. Il va déprimer. Châteauroux, évidemment. Hein. Faites un petit Google Street View de ce bled et vous allez voir ce que vous allez voir, hein. C'est une ville qui gagne à être bombardée au napalm, probablement. Ah bah, j'y ai passé 3 ans. L'amour dure 3 ans, mais la haine dure beaucoup plus longtemps, croyez-moi. Alors, L'amour dure 3 ans, c'est un titre d'un roman pas de Houellebecq, pardon, de Bec BD. C'est c'est la thèse selon laquelle le test pour un couple, c'est la troisième année. Ça clash souvent à ce moment-là. Ah ouais, quelque chose comme ça. Alors, on peut en outre se demander, donc je continue là, on peut en outre se demander si nous n'avons pas intérêt à rendre beau nos objets techniques. Si nous n'avons pas intérêt à rendre beau nos objets techniques. Dans la mesure où, dans la mesure où, ce sont eux qui façonnent notre quotidien. Vous voyez, d'un côté oui, d'un côté non, d'un autre côté oui. Pardon? J'ai tout oublié. Il y a des trucs, si vous voulez, que j'oublie de manière extraordinairement rapide. Et parmi elles, le bac blanc, ouais. Pire que le prénom de certaines de mes ex. Alors, est-ce que c'est compris ça? Donc, on va attaquer la première partie du cours par la question suivante. Grand 1, les petits, grand 1. Peut-on distinguer entre production technique et création artistique? Peut-on distinguer entre... Paul, peut-on distinguer entre production technique, il faut le noter ça, grand 1, et création artistique? Mais tenez-vous droit, pareil là, et création artistique. J'en vois 3 qui sont complètement avachis sur leur table. Est-ce que je suis comme ça, moi? Ou alors il dort là, je sais pas, mais... Allez, on se tient droit là, on se tient comme un homme. Et création artistique. Non mais sérieusement, imaginez que tous vos profs soient comme ça. Alors peut-être qu'il y en a qui commencent, hein, ils sentent venir l'âge de la retraite, mais globalement on se tient debout, hein. Production technique et création artistique. Alors,
Est-ce qu'il faut distinguer entre création artistique, entre l'art et la technique? Oui, ouais. Mais je préférerais que vous fassiez autre chose plutôt que de me stocker sur... Ah bah c'est moche. Hein, j'habitais une rue qui s'appelle... Attendez, Maurice Sand. Rue Maurice Sand. Maurice Sand, S-A-N-D, comme le sable. C'est, je crois, le frère de l'écrivain Georges Sand, ou le fils. Probablement le fils d'ailleurs. Bah c'est moche, hein. Si vous me dites ça va, je vais commencer à me poser des questions, Robin. Ouais, voilà, enfin, il y avait des ronds-points partout dans cette ville. Généralement, c'est mauvais signe. Hein? Une de, enfin, je sais pas, à côté du cours de danse, là. Alors, est-ce qu'il y a une différence pour vous entre l'art et la technique? Si oui, laquelle? Réfléchissez 5 minutes, hein, pendant que Robin trouve mon adresse. Et ensuite, je veux que vous en parliez. Donc, pas de dessin sur les feuilles, hein. On réfléchit sérieusement. C'est quoi la différence entre l'art et la technique? Allez-y. Ouais, bah c'est moche. Ah oui, Madame Rioux à l'époque. Elle a dû faire un petit. Ouais, j'étais au-dessus de ça. Oui, voilà, peut-être qu'il a. Enfin, on sait jamais, hein, on est à l'heure du progrès maintenant. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un homme? Je suis un monsieur. Alors, je veux que vous me fassiez de manière très claire le distinguo entre technique et art. Allez-y. Alors justement, je veux que vous mettiez ça sur papier, là, que vous couchiez ça sur papier. Comment distinguer art et technique? Peut-on distinguer art et technique? Si oui, comment? J'ai pas de voiture. Hmm. Je prends le bus, je prends le train. Non, même pas. Ah non, je suis un glandu de première catégorie, hein. Mais non, j'ai pas le permis. À pied. À Paris, il y a le métro, si vous voulez. Il y a des monopes dans tous les coins. À charge, je suis en centre-ville. J'en dis beaucoup trop sur ma vie privée, là. J'ai pas d'amis. Voilà. Non, mais tous mes amis sont à Paris, en vrai. Non, bah, ça sert à quoi? C'est totalement inutile. Et surtout, bah, je prends le train, j'ai des amis qui ont le permis, voilà. Ouais, je prends le train, je prends l'avion. Non, bah ça peut l'être. Non, mais je vais vous dire un truc, hein. Ma mère me tanne pour que je passe le permis depuis longtemps là. Mais merci de me rappeler ma mère, Robin. Je pensais pas que ça allait te gagner ça, si vous voulez, cette année. Je pensais pas que ça serait vous qui incarneriez la figure maternelle dans la classe. Mais comme quoi, vous êtes plein de surprises, hein. Allez, au boulot, Robin. Alors là, maintenant, je plaisante plus. Distinction entre art et technique, bande de zouaves. Oui, oui, Robin. Ce qui est grave, c'est la note que vous allez vous prendre en philo au bac blanc, là. Ah, c'est vrai, ça, je pourrais me balader en tracteur à Chartres, ça serait... ça serait classe.
Alors, comment est-ce que vous distingueriez l'art et la technique? Paul, par exemple. J'ai rien compris. Bah si, c'est quoi la différence entre un peintre et un... Et je ne sais pas, un tourneur-fraiseur, par exemple. Un tourneur-fraiseur, c'est un ouvrier. Un ouvrier! L'oreiller, c'est ceux que vous désirez, là. Oui, d'accord, ok. Mais c'est quoi, du coup, la différence entre l'art et la technique? Non, allez, Paul, là. Un petit effort. Essayez de connecter tous vos neurones, là. Ouais, je sais que c'est long, mais... Antoine, une idée? Alors, il y a ça, effectivement. Cela dit, il y a des artisans qui sont leurs propres maîtres. Mais globalement, effectivement, bonne remarque d'Hamza. C'est bien Hamza? Oui. Ah, bah, je sais pas, là, il y en a un qui est derrière l'autre, là. Bonne remarque. Dans la technique, il peut y avoir une subordination. Dans l'art, c'est plus rare. C'est assez faux, en fait, ce que je viens de dire. Le plus souvent, dans certaines pratiques artistiques, vous avez des types qui donnent des ordres à d'autres types qui exécutent. Typiquement le cinéma. Cinéma, vous allez avoir le réalisateur qui va diriger l'acteur. Ou le réalisateur qui va diriger le patron de la photographie du film, etc., etc. Alors il y a ça peut-être. Non mais surtout, voilà, c'est ça qu'il fallait voir. Cette frontière est différente. La création artistique est originale. Plus intime, c'est-à-dire que l'artiste met davantage de lui-même dans l'objet que l'artisan ou l'ouvrier. Ok, quoi d'autre? Mais le plus évident en fait, hein. Non, non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. L- Oh, non. Fait passer un message. Je sais pas ce que ça veut dire, l'art fait passer un message. C'est pas un téléphone portable, si vous voulez, l'art. Ça sert pas à faire passer un message, là. Quand vous voyez la cathédrale de Chartres ou n'importe quoi, si vous voulez, je sais pas moi, la Joconde, ça fait passer quoi comme message? Mais rien, que dalle, c'est juste beau. C'est simplement beau. Le, et encore pour la Joconde, je suis assez d'accord. Mais quand vous voyez un tableau du Caravage, si vous voulez, où vous avez un vieux courbé avec une cape, un manteau rouge, et c'est juste magnifique. Euh, hmm, Paul? Hein? Non. Non. Oui, ils font pas les mêmes activités. Pourquoi? Ouais. Je suis pas d'accord, hein. Faut apprendre à dessiner, faut apprendre à peindre, faut apprendre à écrire. Non, mais on va dire peut-être qu'il faut du génie pour faire véritablement de l'art, alors qu'il n'en faut pas forcément pour faire de la technique. Hmm, alors, c'est marrant, hein, parce que franchement, on voit des cas très particuliers. Chut, je crois pas. Ça a toqué? Et Ryan? Non, je crois juste que c'était le vent. C'est ça le problème, c'est que maintenant il y a des courants d'air dans tous les sens. Mais la technique?
Ah, il y a une différence entre production et création. Laquelle? Ouais, je suis assez d'accord. Il y a reproduction dans le cas de la technique, il y a création originale dans le cas de l'art. Ça, c'est un vrai critère, c'est un vrai bon critère. Et donc, ça veut dire en gros que l'artiste ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire jusqu'à ce qu'il l'ait fait, alors que le technicien, il a déjà un plan en tête, et il va bien réaliser son objet une fois qu'il aura bien suivi son plan. C'est pas forcément le cas. Une œuvre d'art peut être pourrie, en fait, par l'idée d'un plan. Elle peut être sauvée par un écart par rapport au plan, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas exactement savoir ce que ça va donner avant de l'avoir fait. Et, euh, et c'est à peu près tout. Alors, on note cette différence. Peut-on distinguer hein, l'art de la technique? Peut-on distinguer l'art de la technique? Les Grecs, les Grecs avec un grand G, les Grecs ne le faisaient pas. Je vais noter au tableau, mais j'ai la flemme de me lever. Est-ce que vous pouvez, Romain, est-ce que vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît? Ils appelaient techné. Les Grecs ne le faisaient pas. C'est-à-dire les Grecs ne distinguaient pas l'art et la technique. Ils appelaient techné. Ils appelaient techné. Techné. T-E-K-N-E, accent grave. Évidemment, ça va donner technique. Ils appelaient techné l'ensemble des pratiques techniques, artisanales et artistiques. Alors, euh, par exemple, par exemple, le stratège, c'est-à-dire le militaire, le chef même d'armée en Grèce, le stratège, le pilote de bateau, le stratège, le pilote, le peintre, font preuve de techné. Font preuve de techné. Alors, qu'est-ce que c'est que la techné pour les Grecs? La techné est tout simplement l'habileté dans une pratique, quelle qu'elle soit. Ça peut être le football, ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être l'art de poser les tuiles sur un toit. Tout cela, c'est de la technique. Toutefois, Aristote va distinguer deux types de pratiques. Il va distinguer deux types de pratiques.
des pratiques dont la finalité est extérieure à elle-même, des pratiques dont la finalité est extérieure à elle-même, et des pratiques qui contiennent leur propre finalité. Des pratiques qui contiennent leur propre finalité. Donc c'est quoi la différence entre une pratique dont la finalité est extérieure à elle-même et une pratique qui contient sa propre finalité? Bah, typiquement, il faut vous demander à quoi sert ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ça sert à autre chose ou est-ce que c'est bon en soi? Vous le faites parce qu'il faut le faire, parce que c'est intéressant de le faire, parce que c'est beau, parce que c'est bien, etc. etc. Et Aristote dit, bah, il faut distinguer entre les deux. Typiquement, la philosophie, c'est une technique qui contient sa propre fin en elle-même. Okay. L'art, c'est une technique qui contient sa propre fin en elle-même. L'ébénisterie, c'est une technique qui ne contient pas sa propre fin en elle-même. C'est-à-dire qu'il faut que la table soit solide, il faut qu'elle réponde à certains critères, etc. Le dribble, alors Aristote ne parle pas du dribble, mais imaginons qu'il en ait parlé, le dribble, c'est une technique qui ne contient pas sa fin en elle-même. Le dribble sert à autre chose que le dribble. Ça sert à dépasser le joueur adverse et éventuellement marquer. Okay. Donc, vous avez les actions qui contiennent leur but en elles-mêmes, les actions qui ne contiennent pas leur but en elles-mêmes. On pourrait dire, que la technique ne contient pas sa propre fin. La technique ne contient pas sa propre fin. Autrement dit, elle est utile à autre chose. Alors que l'art contient lui-même sa propre fin. C'est ça, selon moi, la différence entre technique et art. Alors, c'est dans ce contexte qu'un type qui s'appelle Kant, ne notez pas, on va lire un texte, c'est dans ce contexte que Kant va distinguer ce qu'il appelle la beauté libre et la beauté adhérente. Qu'est-ce qui est adhérent? Ça veut dire quoi? Ça fait partie de, ça colle à. Okay. Euh, je lis le texte. Il existe deux espèces de beauté, la beauté libre ou la beauté simplement adhérente. La première ne présuppose aucun concept de ce que l'objet doit être. La seconde suppose un tel concept et la perfection de l'objet d'après lui. Donc, j'expliquerai tout ça. Les beautés de la première espèce s'appellent les beautés de telle ou telle chose. Les beautés existant par elles-mêmes de telle ou telle chose. L'autre beauté en tant que dépendant d'un concept, beauté conditionnée, est attribuée à des objets compris sous le concept d'une fin particulière. Des fleurs sont de libre beauté naturelle. Ce qui doit être une fleur, peu le savent, hormis le botaniste et même celui-ci qui reconnaît dans la fleur l'organe de la fécondation de la plante ne prend pas garde à cette fin naturelle quand il en juge suivant le goût. Dans l'appréciation d'une libre beauté, simplement suivant la forme, le jugement de goût est pur. On ne suppose pas le concept de quelque fin pour laquelle serviraient les divers éléments de l'objet et que celui-ci devrait aussi représenter, de telle sorte que par cette fin, la liberté de l'imagination, qui joue en quelque sorte dans la contemplation de la figure, ne saurait qu'être limitée. Alors, que nous dit Kant dans ce texte?
Kant nous dit qu'il faut distinguer deux types de beauté, la beauté libre et la beauté adhérente. Qu'est-ce que la beauté libre? La beauté libre, c'est la beauté d'une forme qui nous plaît, indépendamment du concept de la chose. Indépendamment du concept de la chose. Autrement dit, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour trouver ça beau. C'est ça la beauté libre. Et Kant va donner l'exemple de la fleur, mais on peut prendre d'autres exemples. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'une fleur biologiquement parlant, hein. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un pistil, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un pétale, on n'a pas besoin de savoir quelle est la fonction organique du pistil par rapport au reste de la fleur, pour savoir qu'une fleur est belle. Okay. En revanche, on va pouvoir dire, bah, par exemple, c'est un beau soldat, ou c'est un beau cheval, ou c'est un beau je ne sais pas quoi, c'est un bel enfant. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça comme ça? On ne veut pas dire que l'enfant est beau, ou que le cheval est beau, ou que le soldat est beau. On va dire que pour un soldat, pour un cheval, pour un enfant, il est beau. Autrement dit, on va avoir une certaine conception de ce que doit être un soldat, une certaine conception de ce que doit être un cheval, une certaine conception de ce que doit être un enfant. Et c'est beau parce que ça colle, c'est adhérent à l'image qu'on se fait, à la représentation que l'on se fait de tel ou tel objet, de telle ou telle réalité. Alors, est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est culturel, par exemple? Ou est-ce que c'est fonctionnel? C'est-à-dire, c'est un beau cheval, ça veut dire que il va représenter par, on va dire, ses caractéristiques athlétiques, un beau cheval, par exemple, pour faire la course, ou pour faire la guerre, ou pour faire du manège. Non, le manège, c'est pas le tour de manège, si vous voulez. Enfin, c'est faire des figures acrobatiques avec un cheval. Et pareil, quand on va dire c'est un bel enfant, est-ce que je veux dire que l'enfant est beau euh, est-ce qu'il est beau en lui-même ou est-ce qu'il est beau pour une publicité Coca-Cola? Ou pour représenter, je ne sais pas, le petit Jésus dans une peinture, par exemple. C'est pas tout à fait la même chose de dire c'est un bel immeuble et de dire je sais pas ce que c'est ça, et peu importe, mais c'est beau. Par exemple, imaginez qu'on était complètement coupé de la culture égyptienne pendant des millénaires. On débarque dans les temples d'Égypte, on n'a aucune idée de ce que c'est, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire, et on va se dire c'est beau, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est beau. Okay. C'est ça que Kant veut dire lorsqu'il parle de la différence entre beauté libre et beauté adhérente. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander en quel sens ça recoupe l'art et la technique. On aurait tendance à penser que l'art a pour idéal justement ce que seule la nature est capable de faire, c'est-à-dire d'être une machine à créer des beautés libres. On sait, on sait pas trop, on n'a pas trop idée de ce que doit être un roman, et quand on lit un beau roman, on se dit mais c'est beau. Peu importe au fond quelle est la forme que ça a pris, c'est pas bon pour un roman, si vous voulez, c'est bon en soi. Typiquement, j'en avais discuté avec certains de vos camarades. Euh, euh, Typiquement les films Marvel. Ok. On peut se dire, tiens, pour un Marvel, c'est plutôt un bon Marvel. C'est-à-dire, ça développe l'histoire, ça développe les personnages, etc., etc. Et on peut se dire, par exemple, il y a des Marvel qui sont de bons films. Qui sont de bons films. C'est-à-dire que peu importe en fait le rôle que ça va avoir dans la saga, c'est un bon film en soi. On pourrait se foutre de savoir qui est Captain America, qui est le soldat de l'hiver, là, le Winter Soldier, qui est la Veuve Noire, etc. Ça resterait quand même un bon film, quand bien même on ne connaîtrait pas le background des personnages. Vous allez avoir le bon Marvel. Le bon Marvel, c'est celui qui va développer les personnages parce qu'on en a besoin en fait dans la logique d'une saga, beauté adhérente. Et vous allez avoir le Marvel qui est bon, c'est pas la même chose. C'est-à-dire le Marvel qui est tout simplement un bon film, qui pourrait tenir comme film
indépendamment de la saga. Vous comprenez? Alors, on pourrait se dire, bah oui, beauté libre, c'est ce qui est beau en soi, ce qui plaît indépendamment de tout concept, alors que la beauté adhérente, c'est précisément celle qui correspond à une finalité préexistante. Et donc, on pourrait se dire, bah, c'est une beauté qui pourrait correspondre à une finalité technique. Autrement dit, il y aurait une technique pour produire de la beauté seulement adhérente, et il y aurait du génie pour produire de la beauté libre. Typiquement, prenons la pub. Prenons la pub. Qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne pub, c'est-à-dire une pub efficace, et une pub géniale? Une publicité vraiment géniale. La publicité efficace, c'est celle qui joue sur les stéréotypes et qui en fait va se conformer aux stéréotypes existants. C'est, voilà, comment vendre une bagnole, hein, c'est pas compliqué. Vous mettez un mec assez beau avec une bombe dans le fauteuil passager, si vous voulez, à la place du mort, ou l'inverse. Enfin, globalement, non, c'est plutôt, justement, Romain s'est foutu de moi à cause de ça, c'est plutôt le mec qui prend le volant. Euh, heureusement qu'il dort. Hein. Robin, on parlait de vous là. Alors, euh, et qu'est-ce que c'est qu'une publicité géniale? C'est justement celle qui va être tellement étonnante, qui va être tellement surprenante qu'on n'arrive pas à la reconnaître, à reconnaître ce qu'on avait vu dans d'autres pubs à ce moment-là. C'est ça qui va faire la différence. Alors le problème, si vous voulez, c'est que généralement ce genre de pub n'est pas une bonne pub. Ça sera une belle pub, mais ça sera pas une bonne pub parce que personne ne la comprendra. Hein. Vous aviez ce roman qui a été adapté en film par Beck BD. En fait, Beck BD joue. Enfin, je sais pas si c'est lui qui joue, je me demande. Non, je crois pas. Je crois que c'est Edouard Baird qui joue le rôle de Beck BD en fait. C'est l'histoire d'un publicitaire qui est tellement génial que personne ne comprend ses pubs. Il fait des trucs vachement beaux, il fait des trucs vachement drôles, il fait des trucs que personne ne comprend. C'est pas une bonne pub, mais c'est une pub qui peut être belle. Ça sera pas une pub qui sera efficace, mais ça sera une pub qui attirera l'œil, qu'on trouvera marrante, etc. Mais qui sera de la beauté libre, mais pas de la beauté adhérente. Est-ce que ça va pour tout le monde ça? Ok. Alors, à quelle heure c'est censé dans une minute. Bon, vous avez été sage.